Amis téléspectateurs, bonjour pour ce mercredi 2 juillet, c'est ça, 2025. Amis téléspectateurs, votre émission Zénith sur Coloma qui commence avec, pour inviter Mohamed Camara. Nous allons parler du cinéma, le cinéma africain. On va parler également de tout ce que vous connaissez de la culture à travers les cinémas. Et aujourd'hui, j'ai comme invité Mohamed III. S'il te plaît, tu peux tout de suite nous présenter ce grand monsieur du cinéma qui fait la fierté de notre cinéma, qui fait la fierté du cinéma africain. Tout ce qui est africain, moi je pense, doit être célébré. Merci Max et merci aussi à nos techniciens sans lesquels on n'est pas vu, on n'est pas regardé en son, en vitesse et en lumière. C'est ça aussi l'audiovisuel. Mais aussi merci à nos millions de téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. Mohamed Camara, bon, il faut faire quand même son devoir, mais sinon il n'est pas à présenter. Il est ancien directeur de l'Office national de cinématographie guinéenne qu'on appelle l'ONACIG. Il est ancien directeur de la Bibliothèque nationale. Mohamed Camara est un comédien, producteur, réalisateur, cinéaste, comédien. Il a joué dans le camp de Karoy. Vous connaissez l'histoire de Karoy quand même, de Ousmane Sembène, qui a été fait au Sénégal, où on parlait des tirailleurs sénégalais. Mohamed Camara a fait Denko. Quand il a voulu le faire, il n'était pas en Guinée, mais il a fait ça au Burkina, mais en utilisant un décor africain de Guinée. Il a fait Minka. Et Minka, Massiré Camara, que vous connaissez très bien, Mass Production, a joué comme héroïne dans le film. Mohamed Camara a aussi fait Dakan en Guinée ici, et moi-même je crois que j'étais comédien dans ces deux films, les deux derniers films de Mohamed Camara. Donc bienvenue Mohamed Camara, merci d'être dans l'émission Zénith sur Coloma et merci d'avoir accepté l'invitation de la RTG sur Coloma et Zénith surtout Zénith sur Coloma. Voilà, moi je pense que quelque part avant de poser la première question à Mohamed, on va directement partir avec la réaction de monsieur le directeur des programmes quand l'autre jour Mohamed Camara disait qu'on ne programme pas le film des artistes, des cinéastes africains. Alama a dit le contraire. Alama a dit qu'elle a vraiment passé tous les films de ces grands réalisateurs, de ces grands cinéastes africains dans notre théâtre avec la télévision guinéenne. Donc Alama Camara a envoyé un message, Mohamed, dire que tout ce que tu dis pas que c'est faux, tu sais dire que c'est faux c'est autre chose, c'est de la contre-vérité. Donc tous ces jeunes que tu connais qui sont venus déposer leur production chez Alama, et Alama a tout diffusé et que quelque part on veut faire la promotion du cinéma. C'est pourquoi ça fait dans le seul mois, ça fait combien de semaines, ça fait combien de jours maintenant, tu es le seul invité sur un plateau comme la télévision nationale. Moi je pense quelque part c'est une chance aussi pour les cinéastes, Mohamed Camara. Oui, écoutez, moi je ne veux pas polémiquer. Pas du tout. Mais simplement, ce que j'ai essayé de dire, pour faire la promotion de films de jeunes cinéastes, la télé doit aller les chercher, faire des films de commande, comme ça se passe dans les autres pays. Dans les autres pays aussi, le cinéma de la nation est projeté presque chaque semaine. Il y a des épisodes, il y a des feuilletons, il y a des séries, etc. En Guinée, on n'en a pas. C'est au moins clair. Mais ça ne dépend pas de la télévision quand même. Si. Comment? La télévision fait des commandes. La télévision va vers les réalisateurs. Ok. Elle commande la production d'un film. Elle finance des jeunes créateurs. C'est comme ça que ça se passe. Mais Mohamed, ce que tu dis, ça dépend aussi de la politique mise sur place par c'est pourquoi Max, il faut souffrir. Max, c'est pourquoi il faut souffrir d'écouter Mohamed. Peut-être il parle dans son monde et de son monde. Et est-ce qu'on l'écoutait pour que nous puissions aussi parler de notre monde et dans notre monde? Non, il y a une chose, c'est que moi je comprends Mohamed, et quand on parle de cinéma, il faut qu'on parle de politique aussi. La politique. Oui, mais voilà. ça c'est donc pas. Quand il y a pas
une politique cinématographique dans un pays, c'est pas facile. Non, la politique... La télévision, c'est un média d'État. Donc, quand tout ce qui est État, la télévision est là pour vraiment diffuser ces éléments. Mais de toute façon, peut-être avec tout ce que nous connaissons, avec tout ce que nous connaissons, on va revenir, on va partir avec la première question de Mohamed 3. Mohamed est sur ce plateau. Mohamed Camara, tu vas revenir vers Mohamed Max un peu plus tard, mais en attendant, le cinéma, c'est quoi pour vous? Parce que votre vie est liée à cette vie aussi. Pour moi, le cinéma, c'est un peu de vérité et beaucoup de mensonges. C'est un métier qui fait rêver, qui doit traduire des émotions, qui doit, quand je parle d'émotions, je parle des larmes, je parle de rire, je parle de distraction, je parle aussi de mettre en évidence la culture d'un pays, parce que quand tout disparaît, il reste la culture, et le cinéma est là pour essayer de camper cette culture pour qu'elle puisse servir pour les générations futures. Et la responsabilité justement du cinéaste, c'est d'essayer de voir les choses utiles de la culture et de les saisir en vie, de les archiver pour que des années plus tard, on puisse s'en souvenir, on puisse savoir que telle chose ou telle autre se sont passées dans le pays. Oui, moi je vais rebondir là. Allez-y. Il dit que le cinéma, c'est beaucoup de vérité et puis beaucoup de mensonges. Ça veut dire quoi, ça, Mohamed? Ça veut dire que le cinéma fait rêver. Et généralement, ce qu'on voit dans les films, ce n'est pas la réalité. Mais ça permet de se projeter dans cette réalité pour essayer d'aller de l'avant. Mais quand on parle, vous savez, c'est le réel transporté sur scène qu'on appelle le cinéma. C'est quoi un réalisateur en matière de cinéma? Le réalisateur, si vous voulez, le dieu sur terre, Mohamed Camara. Non, un réalisateur, c'est quelqu'un qui conçoit, qui crée. Il a un scénario qui lui plaît, c'est dans sa tête, il écrit. Il devient scénariste, d'abord, à ce moment. Il peut prendre le scénario écrit par quelqu'un d'autre qui lui plaît. Il peut voir un bouquin, un livre qui l'intéresse, il adapte. Il fait l'adaptation en audiovisuel. Oui. Allez-y, monsieur Camara. Et il peut adapter l'œuvre de quelqu'un d'autre. Maintenant, quand il a fini de faire cette conception au niveau du papier, soit il trouve tout de suite un producteur, ou bien lui-même il s'érige en producteur, il essaye de trouver les financements. Il va voir des gens, parfois c'est des subventions, parfois c'est des coproductions, parfois c'est une association qui est là, qui décide d'évoluer avec le réalisateur pour créer. Et quand il a trouvé maintenant le financement, un producteur, c'est à lui de décider. Je veux faire mon film en essayant de travailler avec tel technicien pour essayer de rendre crédible la production de ce film. Donc, dans les métiers du cinéma, il va chercher son ingénieur de son, il va chercher son caméraman, il va chercher son directeur de la photo, il va chercher son chef machinot, il va chercher son chef électro. Et c'est toute une technique, Mohamed. Non, c'est toute une famille. C'est bon, moi je te vois, je t'ai vu déjà dans Touareg, dans Thiaroye, ce film que vous avez tourné au Sénégal. Je vous informe que le 1er décembre 1944, les Africains ont été massacrés au Sénégal, précisément dans ce périmètre de Dakar, Thiaroye, que les militaires français ont massacré des milliers d'Africains qui réclamaient leur dû après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, et comment tout ça se passe? Il y a beaucoup de comédiens qui tournent dans ce film. Mohamed, toi-même, tu es là-dedans. Et si la technique nous permet, vous pouvez nous faire voir les images de Mohamed Camara dans Thiaroye, qui a tourné au Sénégal et que, quelque part,
Voilà. Et c'est déjà là, tout le monde est là. C'est qui, Mohamed? Mohamed, c'est qui ce monsieur? C'est un capitaine là, que je vois. Oui. C'est un grand comédien du théâtre français. Français. Oui. Comment il s'appelle? Ah, j'ai oublié son nom. Hein, mais il en est en 44 là. Ça fait 44, oui, mais ça fait longtemps. Comme il dit, mais moi, je vois quand même les images de mes parents africains là. Voilà. Parce que quand on dit les tireurs sénégalais, c'est pas les Sénégalais. Non, c'est toute l'Afrique qui se retrouvait là. Et tout récemment, on a mis une équipe sur place pour permettre de trouver les vrais nombres tués par le nouveau gouvernement sénégalais qui a mis sur place une équipe pour retrouver le nombre exact des gens tués. C'est pourquoi ma question va vers Mohamed. Mohamed, le film s'appelle Le Camp de Thiaroye. C'est Ousmane Sembène qui a fait ce film, un très grand écrivain africain connu à travers le monde. Mais Le Camp de Thiaroye, c'est quoi? Et vous êtes dedans en tant que comédien, vous êtes aujourd'hui réalisateur, producteur, cinéaste. Voilà le film, voilà vous, Mohamed Camara. Comme je disais tout de suite, la responsabilité du cinéaste, c'est restituer l'histoire pour que les gens puissent s'en souvenir. On a fait ce film à Dakar en 1987. 100 ans, 200 ans après, on peut revoir le film. Et cette histoire s'est passée... Mais est-ce que ça a atteint votre objectif? Parce que jusqu'ici, le nombre exact n'est pas connu là. Et tout récemment, le gouvernement a mis sur place une équipe pour connaître le nombre exact. Non, l'objectif, ce n'est pas ça. L'objectif, déjà, c'est de montrer que c'est un fait de société qui a eu lieu. Une réalité transportée sur scène. Parce que c'est ça qui oblige, quelque part, les gens à se dire, finalement, ce qu'on a caché depuis tout ce temps a été déterré. Donc, les gens s'en préoccupent. Finalement, on cherche à savoir les petits détails que le film n'a pas donné. On cherche par-ci, par-là, etc. Avec les historiens, les gens qui étaient à l'époque ou qui ont eu... Des philosophes. Oui, qui ont lu des documents dessus, etc. Et les langues se délient avec ça. Mais tant que ce n'est pas montré, ça reste enfoui. Ouais. Et c'est pour cette raison aussi que quand on regarde l'histoire des peuples d'Afrique, on ne sait rien du passé. Et pourquoi? Malheureusement. Et pourquoi? Parce que tout a été caché. Quand tu prends la Guinée, il n'y a pas d'archives dans notre pays, malheureusement. Il y a certaines personnes qui vivent encore, qui ont vécu ces réalités, qui peuvent... Mais ils vont mourir au fur et à mesure. Ils ne vont pas mourir le même jour, mais ils vont mourir. Tout ce qui s'est passé. Vous savez ce qui est compliqué dans toute l'histoire de l'être humain? C'est les on-dit. Généralement, les gens, ils se taillent toujours la meilleure part. Le président Ahmed Sékou Touré avait compris au début, par rapport à tous les autres chefs d'État d'Afrique, que le cinéma, c'est quelque chose qui peut rendre une nation fière, c'est quelque chose qui peut rendre une nation éternelle, c'est quelque chose qui peut donner les références à beaucoup de générations. C'est pour cette raison que l'ONACIG, qu'on appelait à l'époque Régie cinématographique de Guinée, a eu lieu. C'est l'une des plus vieilles entreprises de Guinée. Ça a été créé en 1967, juste après l'indépendance. L'ONACIG. Oui. L'ONACIG, bien sûr. Mais ça s'appelait Régie cinématographique de Guinée. C'est après, ça a évolué. On dit l'office... Voilà, c'est devenu office, puis il y avait le CIVI. Oui, mais Mohamed, il y a une chose aussi. La Guinée, toujours, on est devant, on a beaucoup d'initiatives, on est toujours devant, mais après, on se retrouve derrière. Pourquoi ça? Mais moi, j'adore. Non, c'est bon pour lui. On crée, les autres développent. Je vais donner 3 exemples seulement. Silly Cinéma. Tous les Africains venaient faire les films ici en Guinée. C'était Silly Cinéma. C'est l'actuelle place qu'occupe le centre culturel franco-guinéen. Sillyphone, c'était Almamia.
les musiciens africains venaient apprendre la musique ici avec nos orchestres, c'est Bembea, c'est Keletegui, et c'est Tambourni, c'est Horea Band, et puis vous comprenez un peu. Le Fescoura, c'est nous qui l'avons créé ici en 93, après l'élection de Conté. Angélique Kidjo était invitée, elle allait développer ça en Afrique du Sud. Et dernier exemple que je peux vous donner, mais c'est FESPACO. Si le cinéma n'était pas en Guinée, aujourd'hui le cinéma africain c'est où? C'est pas au Burkina, mais ils viennent apprendre avec nous. Nous créons et ils vont développer. Et je finis avec vous. Excusez-moi que le tome 10 et le tome 13 de Sékou Touré, c'est ce qui développe aujourd'hui le Burkina et le Rwanda. On prend l'exemple du Rwanda. C'est pas autre chose. C'est tome 13 et tome 10. Allez-y à l'Harmattan demain. Prenez-moi, lisez-les. Administrativement, dans ce monde-là, sur cette terre-là, il n'y en a pas mieux. Et Sékou est mort il y a plus de 40 ans. C'était une parenthèse que je voulais il y a une chose quand même, moi je pense quelque part... On crée les autres développes. Quand on crée les autres développes, est-ce que c'est une bonne chose? Parce que quelque part, avec tout ce que nous vivons aujourd'hui... Mais heureusement, Max, je ne te coupe pas, heureusement, Mamadi a compris, il est revenu. Nos enfants viennent de faire quoi? Formation civilo-militaire. C'était quand Kwame Nkrumah, à 36, non? Aujourd'hui... C'était arrêté depuis plus de 20 ans, 30 ans. Mais les enfants ont repris chez nous. Ils ont fait leur formation civilo-militaire. Les prétanés aujourd'hui, nos papas ont été affectés par-ci et par-là. Ça nous a permis non seulement de connaître le pays, mais connaître beaucoup d'ethnies. Nous, on ne sait pas qui est Malinké, Soussou, Forestier, Peul, je ne sais pas, on ne connaît pas. Nous, c'était une seule famille, c'est la Guinée, on est guinéens. Et je pense que Mohamed, la dernière promotion qui a eu l'honneur et le privilège d'assister à une formation militaire, c'est la 19e promotion, je pense. 19e promotion. 19e je le confirme, voilà. Je le dis, et je réitère, ils ont fait trembler Conakry à un moment. Sûr. Ils ont fait trembler Conakry à un moment. C'était des jeunes étudiants qui venaient de finir. Heureusement que tu as un militaire en face de toi, parce que je le vois dans le camp de Caro, il a de quoi qu'il a. Ils venaient, c'est des jeunes qui ont fait trembler Conakry. Et je ne sais pas, après, quand les militaires ont pris le pouvoir, malheureusement, il n'y a plus de formation militaire dans les camps. Non, mais on a repris. Dommage. Maintenant, personne n'est rentré à la fonction publique. Tiens, ça, Mohamed Kamara, camp de Caro, vous étiez militaire aussi. Est-ce que c'était civilo ou c'est pas quoi, comédie? Moi, je ne connais pas. Mais en tout cas, vous voyez, vous avez le film. C'était épouvantable. Parce que c'était l'enfer. Le commandant qui nous a entraînés n'a pas compris que c'était du cinéma. Lui, il était là en tant que militaire et l'art militaire ou l'art militaire. Allez, mais ça vous a permis d'avoir une formation militaire, Mohamed? Oui, c'était une formation militaire, mais est-ce qu'on avait besoin de ça? Bien sûr. Pour les besoins du film, non? Bien sûr. Mais... bien sûr. Il fallait qu'il aille. Mais ça enrichit le réalisateur. Hein. Comment? Ça enrichit le réalisateur et le scénariste. Ah, bien sûr. Les acteurs étaient conséquents avec ce qu'ils ont appris sur le terrain, avec cette formation. Moi, personnellement... Et vous avez fait combien de jours? De formation? De formation. On a fait minimum 3-4 mois. Ah, c'était une formation militaire, ça. Bien sûr. Mais ça, c'est pas civilo-militaire, c'est militaire. Oui. Formation militaire. C'était très compliqué pour nous. Mais c'est pas vrai, là. Okay. Et vous étiez très jeune, je vous vois là, très frais. J'étais très jeune. Très frais. Et je ne savais même pas comment on pouvait comment on prenait un fusil dans la main. Donc, mais bon. C'est compliqué. Comment? C'était compliqué. C'était très compliqué. Mais à force de vouloir, parce que c'est ça aussi la valeur, ou c'est ça aussi être comédien, c'est de pouvoir se transformer ou de pouvoir intégrer tous les rôles possibles. Dès que le besoin se présente. Oui, c'est ça. Voilà, amis téléspectateurs, il s'appelle Mohamed Kamara. Mohamed Kamara, grand technicien du cinéma, présent ce soir pour vous, pour votre plaisir. Nous parlons cinéma de Guinée, cinéma africain. C'est le cinéma aussi qui fait notre fierté. Et pourquoi on dit 7e art, le cinéma? Comment? 7e art, pourquoi on dit 7e art? Le 7e art, parce que c'est le seul cinéma parmi les arts qui peut en 1 minute introduire tous les autres arts. C'est l'art des arts, quoi. Oui, c'est au sommet. Ouais. Je peux prendre un exemple. Oui. Allez-y. J'ai envie de faire tout de suite
une scène avec M. Mohamed III. Je peux mettre un tableau à côté, c'est la peinture. Je peux mettre du riz à côté, c'est l'art culinaire. Je peux mettre la poterie à côté. Je peux mettre de la musique à côté. Je peux mettre tout ce que je veux. Et je mets ma caméra, je filme. En 2 secondes, j'ai tout ce qui est art. Seul le cinéma... Donc, art avec S, oui, à la fin. Seul le cinéma a cette possibilité. Donc, c'est l'art suprême. L'art suprême, amis téléspectateurs, Mohamed Camara, cinéaste, aujourd'hui présent pour vous, présent pour votre plaisir. Je vous informe que bientôt les vacances, les émissions de vacances vont bientôt commencer. Bremsé, l'un des plus grands producteurs de notre pays, va bientôt commencer ses productions avec Fitini Music Show et Vacances loisirs. Vacances loisirs. Nos vacances loisirs, ça c'est la maison, ça c'est Ismaël et Samba Camus qui vont présenter cette émission, sinon que vos émissions de vacances bientôt sur la télévision nationale. Nous, cette semaine, on va boucler pour reprendre notre congé, nous reposer un peu, pour prendre beaucoup de vitalité et de rigueur dans nos productions, pour nous permettre aussi d'avoir des nouvelles idées pour vous proposer. C'est comme ça la télévision. Merci à la télévision, on va respirer, on va chercher de nouvelles idées. Les nouvelles idées. On va voyager un peu pour voir la petite famille là. Déjà, la RKS s'est bouclée. Ce matin, j'ai fini avec la RKS pour le congé. Demain, je vais boucler. Merci à la division des programmes. Hein. Voilà. Demain, je vais boucler la télévision pour les grandes vacances. On va se reposer, pourquoi pas voyager et nous permettre aussi de mener nos activités, Mohamed. Oui, c'est une très bonne chose. Voilà. De temps en temps, il est bon de se recréer. Ça fait aussi qu'on a la possibilité de se ressourcer. Bien sûr. Et de venir avec de nouvelles idées qu'on va exposer devant la population. Et c'est toujours intéressant, les vacances. Ça permet aussi de déstresser. Mohamed Camara, vous avez joué dans le camp de Thiaroye. Quel est le rôle que vous avez réellement joué dans le camp de Thiaroye? Un film de Sembène Ousmane au Sénégal avec multiples morts des Africains qu'on appelait les tirailleurs sénégalais. Je suis tirailleur Bangui. Bangui. Ça veut dire quoi? Ah, Bangui, ok. Ça veut dire... Tirailleur Bangui, ça veut dire quoi? Bangui, c'est un pays. Ah, Bangui, c'était... Ah, ok. Oui, Bangui, c'était un pays africain. Voilà, et je suis de ce pays parce que les tirailleurs sénégalais, c'est un peu toute l'Afrique. C'est de l'Afrique francophone, quoi. Non. Ok. Pas forcément. C'est pourquoi il faut des explications. Moi, ma grand-mère ne comprend pas. Elle veut vous regarder, elle veut vous écouter, mais elle veut savoir. Oui. C'est quoi le tirailleur sénégalais et c'est quoi le camp de Thiaroye? Oui, le tirailleur sénégalais, ce sont des personnes qui sont allées se battre pour la libération de la France. Hein. Pour la libération de la France, de première et deuxième guerre mondiale. Et après, on les a demandé, ils ont été démobilisés. Après la guerre, ils devaient rentrer dans leur pays respectif. Mais puisque le Sénégal, c'était la capitale de l'AEF à l'époque, tous les tirailleurs sont venus là-bas en attendant leur pécule pour rentrer dans leur pays respectif. Donc, ils ont vu que l'administration coloniale a commencé à retarder, etc. Et ils ont revendiqué. Et c'est ce qui leur a coûté la vie. Oui. Le fait de revendiquer. Là, Max, c'est très bon ce qu'il dit là. Moi-même, je regarde le film, mais ça, je n'avais pas cette histoire. Bien sûr, c'est ça. Non, c'est bon, on peut continuer là. À l'époque, quand on parle de la France libre, quand on parle de cette deuxième guerre mondiale, je pense quelque part, il faut associer l'Afrique, il faut associer nos militaires qui ont œuvré pour l'émancipation de la France libre. La France libre, ce n'était même pas la capitale, comment dirait Paris qui était la capitale. La capitale, c'était quelque part ici en Afrique, je pense bien. Oui, ça. Ils ont pris Brazzaville à l'époque. Le général de Gaulle est venu là-bas, il a lancé SOS un petit peu à travers le monde. Et ils ont demandé aux Africains. Mais c'est vrai que la plupart a été obligés. Ouais. On les a forcés à rentrer dans les rangs des militaires pour aller combattre parce que la France avait compris que sans les Africains, ce serait encore beaucoup plus difficile.
Oui, ce sera encore beaucoup plus difficile. Mohamed, on va quitter Thioroye et on va partir avec ce grand monsieur qui a fait déjà quelques réalisations sur des œuvres intarissables de la Guinée. Quand on parle des ballets africains, les ballets africains, c'est tout un monde. Je vous informe, amis téléspectateurs, que les ballets africains sont créés en 1948. C'est pas ici en Guinée, c'est en France précisément. C'est une idée de ce grand monsieur, ce monsieur de la culture, ce monsieur qui a fait la fierté de la Guinée à un moment, Fodeba Kera, que tout le monde connaît, et que Fodeba Keita, que tout le monde connaît aujourd'hui, qui ne vit plus, mais l'œuvre est toujours là. Les ballets africains, il y a ce monsieur qui a jugé nécessaire de réaliser quelque chose sur les ballets africains. Oui. Moi, très jeune, quand j'étais tout petit, on entendait les ballets africains, etc. À l'époque, la Guinée, c'était le fief vraiment de la culture africaine, Et souvent, les ballets jouaient au Palais du Peuple. On les adorait tellement que on allait laver le Palais du Peuple pour que, quand les ballets s'expriment, on puisse rentrer gratuitement parce qu'on n'avait pas d'argent. Et j'étais émerveillé devant tous ces grands danseurs, tous les histoires qu'ils racontaient. Et c'était merveilleux, tout simplement. Donc, quand je suis devenu un peu adulte, je suis allé en Europe, j'ai travaillé beaucoup dans le cinéma, etc. Et puis, de temps en temps, je venais en Guinée pour voir la famille, etc. Et puis, parfois, je retournais à Paris. Et après, j'ai commencé, un jour, je ne sais pas, j'étais où, j'ai vu Amirou Bangoura, paix à son âme, qui était le directeur des ballets africains. Oui. Et il marchait clopin. Avec ses béquilles, là. Oui, et j'étais terrifié. J'étais dans un restaurant, quand je l'ai vu passer, j'ai couru derrière. C'est en Guinée ou en Europe? Non, ici. Ok, allez-y. J'ai couru, je suis venu le voir, j'ai dit, grand frère, ça va, etc. Je l'ai abordé, je lui ai dit, j'aurais vraiment voulu m'entretenir avec toi. Il a dit, tu sais, j'ai pas le temps, je dois partir à l'hôpital, etc. Ben, j'ai pris ses coordonnées et je suis rentré à la maison. J'ai discuté avec ma famille un petit peu parce que je ne comprenais pas tous ces gens-là qui se sont tellement donnés pour le pays, surtout aussi pour asseoir notre indépendance. Et après, j'ai eu l'impression qu'ils sont abandonnés à leur sort, ils sont malades, ils ont vieilli, ils sont pauvres, etc. Et plein d'entre eux étaient décédés et tout. Bon, c'est comme j'avais fait pour les orchestres nationaux. Je me suis dit, il ne faut pas que tous ces gens-là partent sans laisser d'archives. Il ne faut pas que tous les gens-là partent sans parler, au moins pour laisser une trace orale pour les futures générations. Ouais. Et comme toujours, j'ai des problèmes de trouver les financements dans notre pays. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Je suis allé prendre mes droits d'auteur en France et je suis revenu. Et c'est un autre problème aussi, Mohamed. On va parler à un moment financement des projets de culture. Je pense présentement, le ministère de la Culture se bat pour mettre sur place une structure qui s'occupe de ça. C'est ça, Mohamed? Oui, mais écoutez, il dit des choses qu'on a déjà vécues. Peut-être je ne parle pas de l'actuel ministère de la Culture, Tourisme, Hôtellerie et Artisanat, mais moi je me souviens quand Mohamed est venu pour la première fois que moi je l'ai connu, je l'ai vu, c'est grâce à Yamoussa Sidibé, qui était rédacteur en chef. Il voulait le côté guinéen, le film Denko. Parce que quand les Blancs te financent, ton pays aussi doit payer un pourcentage. Malheureusement, il n'a pas pu obtenir et il était obligé d'aller tourner le film Denko intégralement au Burkina Faso parce que c'est le Burkina qui lui a donné les moyens. Et Denko est tourné, mais toujours, il aime tellement son pays qu'il a utilisé le décor guinéen à peu près au Burkina, c'est ça? Si je ne me trompe pas, il a fait Denko au Burkina, mais en utilisant des décors qui ressemblent à l'image de la Guinée. Et chaque fois, il venait, après Dakar est venu ici, Minka est venu là. Moi, j'ai joué dans Dakar, j'ai joué dans Minka. Donc, écoute, il faut que la Guinée accepte.
Le cinéma, c'est pour immortaliser l'histoire de notre pays et pour les futures générations. Moi, ce que je suis en train de vivre là, c'est mon petit-fils qui doit voir ça. Ah, ton grand-père fut, il a été. Mais s'il n'y a rien, comment il peut savoir qui j'étais, qui je suis, moi? Oui, mais il y a une chose aussi. Mohamed est en train de parler du cas de ce grand artiste Bangoura, qui est le directeur Hamidou Bangoura. Mais moi, je pense à un cas général, même chez les footballeurs. Mais c'est à tous les niveaux. Max, Hamidou a épousé moi, ma tante. Nalo Kamara est la femme de Hamidou Bangoura. Nalo Kamara est moi, ma tante. Il est de la même génération que Nalo Kamara, Hamidou Bangoura et Maman Nana, qui jouent dans l'orpheline que tu connais avec Jeanne Macaulay. Ça dit, c'est là. Ils sont rentrés au même moment, je crois, en 1961, dans les ballets africains. Parce que quand vous parlez de ballets africains... Mais qu'est-ce qu'il faut pour mettre fin à ce côté misérable des gens qui sont connus, des gens qui sont... Qu'est-ce qu'il faut? Comment chez les autres, comment les gens font? Non, je pense que ce qu'il ne faut pas croire, c'est s'asseoir et dire que c'est l'État. Je pense qu'il faut nuancer un petit peu. Avant, c'était le cinéma d'État. Et là, l'État était obligé. Aujourd'hui, le cinéma, c'est privé. Il est vrai que l'État doit aider. C'est sûr. Quand on parle cinéma, on parle forcément de salles. Nous n'avons pas de salle de cinéma. Il n'y en a plus en Guinée. Hein. Il n'y en a pas. Moi, j'ai vu des immeubles, plus 10, 12 qui sont maintenant à la place de... Mais il y a une chose aussi, hein, il y a l'implication présentement personnelle du président lui-même. Le concert de Takana en France, et puis beaucoup d'artistes aujourd'hui, ils ont la chance d'avoir l'assistance de la présidence. Max, si on peut s'aider, excuse-moi, hein, j'ouvre toujours une parenthèse que je referme, excuse-moi. En Guinée, où on peut aller projeter aujourd'hui un film cinématographique, n'a pas. C'est fini ça. Ouagadougou est là, le Sénégal. Il y a la télé, qu'on appelle ça téléfilm, il y en a. Mais au moins une salle de cinéma, ça n'existe plus en Guinée. Tout est parti là. Ça fait mal. Mais attends, les cinéastes, pourquoi ils vivent, pourquoi ils existent, pourquoi ils apprennent ce métier-là? Au moins, le cinéma est une autre vie de la vie. Mais il faut un coin fini où on peut. Est-ce qu'un jour on ne va pas inviter le directeur Le Nasseg, il ne viendra pas un jour. La prochaine émission, il sera là. Je vais aller le voir. Après les vacances clé l'année là avec lui. Il faut qu'il vienne. D'accord. Mais écoute, les Mohamed Kamara, les Cheikh Toukouri, les Laurent Chevalier viennent. Moi, je suis obligé d'aller prendre ma clé, prendre les images pour donner à la Guinée et voir ça à la télévision nationale. Quand même. C'est dommage, hein? Un pays sans cinéma, sans salle de cinéma, mais où on va là? Ouais. On dit que quand on perd tout, la seule chose qui nous reste, c'est son identité culturelle, quand même. Et le cinéma fait partie de l'identité culturelle d'un pays. Et depuis les années 30, il y a les grands artistes à travers le monde qui se battent pour rehausser, passez-moi l'expression, le niveau d'image des Africains. Et à un moment, même si on te dit encore l'Afrique n'a pas d'histoire, ça fait mal quand même. Mais Max, c'est ce qui me fait mal. Regarde, vous portez une tenue africaine de Guinée. Oui, est-ce que vous ne vendez pas comme ça l'image de la Guinée? Ça, c'est Kindia Soli. Je présente mes excuses. C'est Kindia Soli qui m'a offert. Ça, c'est Soli, parce que tu es de Kindia. Non, c'est pas parce que c'est pas parce que je suis de Kindia, c'est Kindia Soli qui m'a offert. On ne mérite pas la parole. On ne mérite pas la parole. Tu portes une tenue qu'on appelle Kendili, quelque chose comme ça de Kindia. Et Kania, c'est chez toi. Kania, Soli, aujourd'hui, est devenu international. Mais c'est une fierté pour Kania. Mais écoute, la Guinée est fière aussi parce que Kindia relève de la Guinée. Et à travers le monde, la Guinée est bien vendue. Quand Thomas me parle de Mamaya à Cancan, mais il est à l'aise. Ouais. Mais moi, je veux aussi mon tribal là-bas à Bouquet là-bas. Et Mohamed, je te dis honnêtement, grâce au commissaire. Non, je connais Sorel Keita, c'est ton complice. Ne me dis rien. Keita, oui, il faut se dire la vérité, sinon. On a toujours parlé de Kania Soli, mais malheureusement, ça n'a pas vu le jour. Ce garçon est maintenant à sa 6e édition. Moi, je pense qu'il faut saluer, qu'il faut encourager, parce que quelque part, ça fait des années que Kania Soli était là.
personne ne regardait. Si quelqu'un est venu maintenant booster cette grande tradition africaine, moi je pense qu'il va s'ajouter à cette grande mamaya que nous sommes en train de célébrer à Cancan. Moi je pense que c'est déjà un pas. Et ton président, c'est son équipe qui gère encore. J'attends pour Koundara. L'autre jour, on devait recevoir les jeunes de Koundara. Malheureusement, le mercredi passé, l'émission n'a pas eu lieu. Vous êtes en train de parler d'énormément de choses culturelles. Mais ce n'est pas filmé. C'est là-bas, il est méchant, lui. Ça n'est pas filmé. 10 ans après. 10 ans après. Allez-y. Vous avez la parole, M. Camara. Allez-y. 10 ans après. 6 ans. 10 ans, il dit. 10 ans après. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Qu'est-ce qu'on va pouvoir montrer? Et les enfants? Ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas que... Moi, je pense que la télévision était là. Non, mais il est là. Vous savez bien que la télévision, c'est des films, c'est instantané. On vient, on prend 2, 3, 4 minutes, 5 minutes, 10 minutes, on passe dans le journal, c'est terminé. Pérenniser. C'est ça aussi qui est important pour la télévision. C'est pour ça, dans les autres pays, on en parlait tout de suite de la télé, dans les autres pays, quand il y a des événements comme ça, la télé va vers des jeunes cinéastes, des jeunes réalisateurs. Des propositions. Mais oui, on demande aux jeunes de créer quelque chose à travers cette danse. Pendant que cette danse a lieu, ils filment et on archive. Mais ça n'existe pas chez nous. C'est ça notre problème. Et la Mamaya, c'est la 85e édition. Oui, mais qui a fait un film sur la Mamaya? Aujourd'hui, la Mamaya est devenue un truc... C'est même accepté par l'UNESCO, mais malheureusement que historiquement, non et non. Bon. Mais il y a un documentaire sur la Mamaya. Non, mon ami, on a vu, pas un documentaire. Je présente mes excuses en tant que réalisateur. C'est peut-être un semi-documentaire. Ce n'est pas un documentaire. Il faut que ce soit pérennisé. 50 ans après, le film reste, il parle de la Mamaya. C'est ça qu'on appelle film. J'ai parlé du président Ahmed Sékou Touré qui a compris avant les autres la valeur ou la force du cinéma. Il a fait un film qui s'appelle Even la liberté. Even la liberté. C'est un film qui a été réalisé par Barry. Le grand frère du directeur de la radio, là, Yangolo. C'est son grand frère qui a réalisé Even la liberté. Sekoumar Barry. Voilà. Et aujourd'hui encore, on regarde ce film. Le 2 octobre, après combien d'années? Le film est balancé. Après combien d'années? Ouais. Je suis d'accord. Mais un pays est obligé d'avoir des archives. Si tu n'as pas d'archives, qu'est-ce que tu vas dire à la future génération? Mohamed, je peux vous aider une minute. Je peux le dire. Il a été directeur de l'ANSI et puis de l'Archive nationale. Ah, mais qu'est-ce que tu as fait? Et de la bibliothèque. Et qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait oui. Il a laissé des traces. Qu'est-ce que tu as fait? Oui, je vais le dire. J'ai déjà fait, quand j'étais là-bas, des films de sensibilisation sur les élections. Même Ebola, hein? Aussi. On est venu, on a projeté ça ici. Il a fait un film sur Ebola. Plusieurs. 14 films. Combien? 14 films sur Ebola. Oui. C'était M. Yamoussa Sidibé qui était directeur à l'époque. Ça passait ici. Donc, j'ai fait 2 à 3 films sur les élections pour sensibiliser les gens, qu'ils comprennent que les élections ou la politique, ce n'est pas parce qu'on voit la fin du monde. Parce que c'est pas parce qu'on voit les hommes politiques s'insulter ou s'entre-déchirer avec leur discours ou à public, etc., qu'ils sont des ennemis. Ils vont venir parler mal l'un de l'autre, etc., devant les caméras de télévision, etc. Le soir, ils vont boire un coup quelque part dans un restaurant ou dans un café. Ensemble. Donc, que la population comprenne que c'est une forme d'adversité, mais pas le fait d'être des ennemis. Se bagarrer, faire les casses, etc., prendre les manchettes, les coupes-coupes, et aller tuer l'autre camp à propos d'un leader, etc., etc. Et ça a beaucoup aidé. Chaque fois, c'est passé à la télévision ici, plusieurs fois. Oui, ces films. Je fais partie de ceux qui ont diffusé. J'ai fait des formations de jeunes. Beaucoup de formations. Je n'avais pas les moyens, parce qu'il n'y avait pas de financement à l'époque qu'on donnait à l'UNASIG. Mais puisque c'est mon métier... Et qu'est-ce qu'il faut pour le financement des projets comme ça, Mohamed? Qu'est-ce qu'il faut?
Chez les autres, il y a le financement, pourquoi pas chez nous? Non, je pense que la mise en... Ça dépend des directeurs de chaque entité qui gère le cinéma ou le théâtre, ou en tout cas l'entité culturelle. Mais j'ai l'impression que maintenant, les gens sont en train au département de la culture, ils sont en train de mettre des canaux de diffusion ou des canaux d'aide à la production cinématographique, le phonique. Ils sont en train de travailler sur... Il y a même présentement les artistes qui sont malades, sont traités par le ministère de la Culture. C'est déjà pris, déjà pris en charge par le président, mais il faut respecter une seule chose aujourd'hui au département, parce que Mohamed Camara, quand il parle, il exploitait sa relation extérieure. Ce n'était pas la relation guinéenne. Il avait un poste de responsabilité qui lui mettait là et il était obligé, puisque rien ne marchait, il était obligé d'exploiter sa relation extérieure. Moi, je suis témoin oculaire. C'est pourquoi l'ouverture. Non, Sarid Keïta, par exemple. C'est une bonne chose. Mais oui, n'oubliez pas. Quoi qu'on dise, quoi qu'on parle, l'ouverture compte beaucoup quand on est chef, quand on gère une entité. C'est ça l'importance. Mais Sarid Keïta, aujourd'hui, qui est le secrétaire général du ministère du Tourisme, Hôtellerie, Artisanat et la Culture, il fut directeur de Nouveauté. Donc, je l'ai connu, je sais combien de fois il a aussi des relations à l'extérieur. Il se bat beaucoup et il guide mieux aussi Moussa Moïse Silla, qui a évolué dans le privé et qui connaît aussi le monde. C'est pourquoi, au moment où on est en train de parler là, il y a au moins 5 artistes guinéens qui sont en train d'évoluer comme ça en Europe pour faire des grands concerts, des spectacles par-ci et là. Je connais déjà ça. Pour Azaya. Il y a Azaya qui est là-bas, il y a Takana Zion qui est là-bas, il y a Saifon qui est là-bas, il y a Rima qui est découverte à 2025 là, qui fait aussi un concert là-bas. Il y a au moins 5 personnes. C'est déjà une porte. Et on était invité d'honneur avec à Salfo, à Abidjan et encore en France. On a été aussi invité dans différents salons d'honneur, au salon de peinture. Tout ça, c'est pas mauvais. Non, c'est parce qu'on est en train de sortir. Mais il faut qu'on accepte de sortir officiellement. Aussi d'ouvrir les yeux, ça va permettre aux Guinéens de tisser des bons rapports avec l'international, parce que quelque part jusqu'ici on disait que nos artistes ne dépassaient pas l'aéroport international Conakry-Bessie-Ahmed Sékou Touré. Aujourd'hui, moi je pense que c'est une théorie fausse, parce que quelque part il y a nos artistes qui commencent à assister aux grands concerts en France et un peu partout dans le monde. Takana qui vient de terminer le 14 du mois passé. Il y a Azaya qui se prépare pour le mois de décembre. Il y a Saifon qui est là-bas. Il y a plein de programmes. Saifon est là-bas, Rima est là-bas. Il y a Saifon, Rima, ils sont tous là-bas. Je pense que la théorie déjà elle est fausse, parce que nos artistes sont à l'offensive et pour le bonheur de notre culture, pour le bonheur de notre musique, la musique guinéenne qui est parmi les meilleures de la planète. Amis téléspectateurs, ce soir, vous avez le privilège et l'honneur de recevoir ce grand monsieur de la culture, Mohamed Camara qui a bourlingué un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, il est dans son pays pour servir sa nation, servir le peuple de Guinée. Alors Mohamed, à présent, on a parlé des ballets africains, on va parler de Denko. Denko. En information, Mohamed, on parlait en off tout de suite là, les ballets africains sont l'œuvre de Keita Fodeba, et que quelque part dans les années 70, quand on était en pleine guerre, la guerre froide, certainement que tu connais, la guerre froide qui commence de 1947 et qui se termine en octobre 89 avec la chute du mur de Berlin, c'est ça. Et après 89, 90, Nelson Mandela libéré, 91, 92, Nelson Mandela président de la République, 80, dans les années 90, c'était l'Afrique qui se libérait, parce que l'abolition totale de l'apartheid surtout, c'est ce qui est encore un événement important pour les Africains, l'être humain. C'est le capital le plus précieux, Mohamed Camara. On va parler parce que vous avez donné 2 sujets différents. C'est axé sur non seulement les films de Mohamed Camara, mais aussi l'indépendance
et l'indépendance de l'enfant. Mais tout ce qu'on parle, c'est l'émancipation. Non, moi je suis content. Ce qui m'a plu, c'est que vous êtes tellement en forme aujourd'hui. Vous m'amenez même dans les années Mandela, qu'on appelle Madiba. C'est l'enfant aîné de l'Afrique. Non, c'est beau. Max, si c'est Maraoula, tu as mangé ce matin, franchement, c'était bien préparé. Pour ce qui est du Sud-Afrique, moi, quand j'ai fait Dakar en 97, je suis allé à Johannesburg, film Gay and Lesbian. Et je suis allé à Johannesburg. Ah oui. Il était dans le film. Voilà. Je suis allé à Johannesburg et puis au Cap, je me suis promené un petit peu en Afrique du Sud. À Johannesburg, ils ont présenté mon film dans une salle. C'était en 97. Mandela n'était plus en prison, il était chef d'État. C'est Thabo Mbeki qui était présent maintenant. Voilà. Non. Mais il y avait déjà l'abolition de l'apartheid. Et Mandela était président. Ah, ok. Mandela, président, c'est 92, 93, 94, quelque chose comme ça. Je parle de 97, il était président. D'accord. Quand moi je suis allé. Ok. Ils ont présenté dans une salle, mon film dans une des plus grandes salles, d'une des meilleures salles de l'Afrique du Sud. Et mon film a été projeté un jour où ils avaient programmé un film fait par un Sud-Africain blanc qui s'appelait L'homme qui conduisait Mandela. Ah, l'homme qui conduisait Mandela. Mandela Drawer. C'est un blanc. Oui. L'homme qui conduisait Mandela, quand Mandela allait de ville en ville pour faire ses meetings, etc., on l'attrapait, il était wanted, recherché un peu partout, etc. Et son ami là, et le blanc là, c'était un communiste qu'il adorait. Okay. Et puisque Mandela a été recherché, il lui a dit, bon, lorsque tu as envie d'aller à tel endroit, fais ça. Préviens-moi, tu vas être mon chauffeur. Je vais rester derrière. Et quand un noir conduit un blanc, le plus souvent on ne se méfie pas. Donc, Mandela a fait énormément le rôle du chauffeur, voilà, pour satisfaire son blanc, et le blanc voulait arranger Mandela. Oui, longtemps. Ok. Et un jour maintenant, ils sont allés, Mandela a conduit par presque 24 heures. Ils étaient en brousse, le blanc a dit, bon, tu as tellement conduit, tu es fatigué. Laisse-moi aussi. Si on continue, tu vas on risque de faire un accident. Des accidents parce que... Donc passe derrière, moi aussi, tu te couches, moi je vais conduire. Au premier barrage où ils sont arrivés, un blanc qui conduit un noir est suspect. Donc il a été arrêté, il avait déjà un passeport guinéen. Oui, son premier passeport, c'est ici. Maintenant, le blanc là est mort. Et ils ont découvert que c'était un homosexuel. Okay. Donc les gens ont fait des enquêtes pour essayer de savoir est-ce que Mandela avait n'était pas aussi lesbienne. Homosexuel. Je vois. Donc le jour de la projection, moi mon film Dakan passait ce même jour, dans la même salle. Tout l'ANC était là. I'm sorry. La grande dame Myriam Makeba, quand elle a compris... La grande des grandes. Oui. Maman Africa. Oui. Quand elle a compris qu'il y a un film guinéen qui passait, elle est venue. Elle était vraiment adorable. Et j'ai discuté avec eux tous, beaucoup de fois. Et ils ont projeté le film. Le tien? Les deux. Ok. Mais le premier, c'était le film du monsieur blanc. Et l'ANC avait peur, les gens voulaient savoir est-ce que Mandela n'était pas lié ou... Mais ils ont trouvé, il y a une seule séquence de Mandela. Il est sorti de prison, il est devenu chef de l'État à côté d'une voiture en masse,
et il saluait le public, etc. Et puis après, c'était la vie privée du monsieur qui était donnée. Et est venu mon film. L'acteur s'appelle Mamadi chez toi. Comment? C'est Mamadi, ton acteur de film. Non, Manga et puis Sori. Sori, voilà, c'est ça. Ils m'ont invité d'abord pour me présenter au public, mais c'était une salle de 2000 personnes. Dans ton film, tu parles de quoi dans Dakan? Dakan. Tu parles de quoi? Dakan, ça parle de l'homosexualité. C'est l'homosexualité masculine, africaine. C'était, je crois, le premier film. C'est le seul. Moi, je joue dans le film. Oui. Donc, ils m'ont invité sur la scène pour me présenter. Et moi, j'ai regardé la salle. Il n'y avait pas un seul noir. J'étais le seul noir dans la salle. Plus de 2000 personnes. Non, le palais du peuple, quoi. Ça dit rempli, mais pas de noir, sauf toi seul. J'étais surpris. Bon, c'est vrai que j'étais jeune. Donc, j'avais la fougue encore, le sang bouillonnant et tout. Quand j'ai regardé le public, j'ai dit, mais je ne comprends pas. Je suis un réalisateur africain. Je fais un film avec des Africains. Je projette un film en Afrique, dans une salle africaine. Devant les Blancs. Mais comment? Bien sûr. Je dis, je suis un Africain noir. J'ai fait un film avec des Africains noirs. Je projette ce film en Afrique noire, dans une salle en Afrique noire, et il n'y a aucun noir dans la salle. Les spectateurs blancs. Oui, il n'y a aucun noir dans la salle. En parlant de l'abolition de l'apartheid. Parce que Mandela était encore chef. Ça a tellement choqué les gens, parce qu'ils étaient surpris. Il y avait tous les gens de l'ANC qui étaient là aussi, etc. Un journaliste blanc s'est levé. Il a dit, vous savez, ici, les blancs sont noirs. Ça t'a permis de respirer quand même. Ah bon. Je leur ai dit. Mohamed, qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est pas parce qu'ils sont blancs qu'ils ne sont pas noirs. Ça dit qu'ils sont blancs par peau, mais l'esprit est africain, l'esprit est noir. Et je leur ai dit, bon, j'espère que vous allez vous reconnaître dans le film. On a projeté le film. C'était un succès dithyrambique. Mais le problème qui s'est passé, c'est qu'au moment de sortir, les gens de l'ANC étaient partis, etc. Moi, je ne savais pas. Je suis resté pour essayer de voir la copie, parce que c'était en 35. Il fallait arranger, etc., dans les boîtes et tout. Maintenant, le directeur du festival me raccompagnait pour me mettre dans le véhicule officiel pour m'amener à mon hôtel. Et qu'est-ce qui se passe? Il y avait des noirs à perte de vue qui étaient devant la salle. Et ils ne sont pas rentrés? Non. Mais pourquoi? Tu n'as pas cherché à savoir pourquoi? Mais il en vient là, je crois. Il en vient là. C'était des gens qui étaient venus de Soweto et qui ne comprenaient pas pourquoi un Guinéen venait jusqu'en Afrique du Sud avec un film qui n'est pas parti là-bas. Parce que ça n'a pas été projeté à Soweto pour eux. Oui, parce que surtout c'est le pays de Sékou Touré. Mais je sais, Soweto, dès qu'il était de Soweto, je sais déjà. Donc les gens ne comprenaient pas que le film ne soit pas parti, puisque c'est un film guinéen, que le film ne soit pas parti à Soweto. Mais pourquoi cela? Pourquoi le film n'est pas parti? Non, moi je suis venu dans un festival. Lui, il est venu pour un festival comment on appelle ça là. Donc, quand j'ai vu ça, moi je ne parle pas anglais, et j'ai demandé qu'est-ce que le public est en train de dire, etc. Ils m'ont expliqué. Donc, puisque j'étais avec le directeur du festival, je lui ai dit, bon, je voudrais qu'on prête la copie à une salle de cinéma à Soweto, qu'il joue le film une semaine, gratuitement, 2 fois par jour. Il a dit, OK. Oui, mais l'équipe matin et du soir, et puis ça va, quoi, pour qu'il y ait l'équilibre. Voilà. Et ce film-là a été tourné où? Le film Dakan, Conakry. Mais on appelle ça ici. La gare fait partie, je sais, moi j'ai joué dans le film, moi je fais partie des acteurs dans le film. Donc avec
Tu pensais que Conakry était approprié pour ça? Conakry a un niveau d'homosexualité jusqu'à ce niveau? Non, ce n'est pas ça. Moi, je suis guinéen. Donc, quand j'ai la possibilité de trouver de l'argent ailleurs, je préfère venir distribuer cet argent avec les ouvriers de Guinée. Au moins, d'accord, il y avait 300 personnes sur le plateau. Et le ça fait que ça, on était avec Cécile Bois, quelque chose comme ça. Et puis, qui est décédé Cheikh Camara, qui a fait il va pleuvoir ou il doit pleuvoir sur Conakry, là, paix à son âme, là. Oui. C'était son âme. Et Mohamed, pour un long métrage, combien de personnes? Il faut prévoir combien de personnes? Ça dépend du film. Combien de personnes? Il y a un nombre limité pour tourner un film? C'est dû au film. Ça dépend du film. C'est dû au film, hein, Max. Ça dépend du film. On peut créer un long métrage avec 5 personnes, comme on peut le faire avec 20 personnes, sans compter les figurants. Les logos secondaires. Et toi, tu me permets de te tutoyer. Et toi, tu as tourné avec combien de personnes minimum, combien de personnes maximum? Dans quel film? Dakar ou Dakar? Parce que les deux sont tournés en Guinée. Non, dans Denko, par exemple, il y avait l'acteur principal, il y avait sa mère, il y avait un albinos. Un albinos, oui. Oui, il y avait la femme que le garçon, finalement, prend comme sa copine. Donc, il y a 4-5 personnes. Les autres sont des figurants, mais Minka quand même. Tu prends Minka, Massiri Kamara, notre Massiri, Mass Production. Elle était l'actrice principale. Et le film, si je ne me trompe pas, c'était l'exploitation illégale des mines de Koya, avec les granites et autres là. Et Massiri faisait partie de cette personne qui révoltait les femmes contre les hommes pour éviter ça. Et moi, je jouais dans ce film aussi. Oui. Mais Mohamed, bon, tu sais, ils ont toujours un sujet, beaucoup de sujets dans un film. Mais il y a un sujet principal pour lequel le film est tourné. Oui. Voilà, amis téléspectateurs, votre cinéaste Mohamed pour parler Camara. maintenant de Denko, puisque c'était venu dans la question. Denko, moi, je voulais rendre hommage aux mères de famille, leur dire que je les adorais, que je les aime. Parce qu'on ne sait jamais ce qu'une mère fait pour son enfant pour qu'il puisse intégrer la société. C'est un secret que la femme a. Le sacrifice ultime d'une maman envers son enfant. Voilà. Donc, quand j'ai voulu rendre cet hommage aux mères de famille, j'ai réfléchi, je me suis dit, j'ai souvent entendu les gens dire qu'une mère est capable de mourir pour que vive son fils, etc. Ce que je n'ai jamais entendu, c'est qu'une mère accepte de mourir dans l'intimité de sa chair pour que son fils soit admis par la communauté. Ça, c'est le sacrifice ultime. Donc, le sujet, c'est un garçon qui vit avec sa mère, mais ce garçon est aveugle de naissance. Sa mère sauve quelqu'un qui est en train de se noyer dans le fleuve, qui est un albinos. Et l'albinos dit à la femme, tu m'as sauvé la vie, en récompense, je vais te donner quelque chose qui va rendre la vue à ton fils. Mais pour que ça marche, il faut que tu fasses l'amour avec lui. Et Mohamed, moi je remarque que Mohamed a l'influence du milieu, Mohamed est dans la tradition orale, tu es en train de piocher par-ci, par-là ses valeurs, mais en fait, est-ce qu'avec tout ce que tu as eu à faire concernant cette tradition, est-ce que tu es satisfait que les pratiques ancestrales, les pratiques que nous connaissons avec tout ce qu'on a comme valeur, est-ce que tu es satisfait que ces pratiques-là prennent de petit à petit la place dans nos sociétés? Vous savez, ma pensée, c'est voir un homme comme un arbre. Aucun arbre ne peut être fructifié par les racines d'autres arbres. Pour moi, il faut être un arbre, changer les feuilles par les racines. Une fois qu'on a perdu ses racines, on ne sait plus où aller. Quand tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne peux pas savoir où tu pars. Et pour aider Mohamed, moi je me dis, c'est l'un des acteurs
au cinéaste le plus audacieux que j'ai vu. J'ai eu la chance, pour ne pas dire la malchance, de tourner avec lui sur le terrain. L'homme que vous voyez en face de vous, quand vous le voyez sur le terrain de tournage, vous ne pouvez pas l'approcher, vous ne pouvez pas lui dire bonjour, parce que ou il fait ce qu'il fait, ou il fait ce qu'il fait. Mais il n'y a pas vie, il n'y a pas amitié, c'est une autre personne. Je travaille avec lui, c'est Cham, c'est Mama Keïta, c'est Cheikh Doucouré, c'est Gaïté Fofana, ils sont des cinéastes guinéens, ils sont nombreux, je travaille avec eux tous là. Mais Mohamed Camara est une autre personne quand vous le voyez sur le terrain de tournage. Là, je vous le dis, Max, je l'affirme. Voilà, on va partir avec le dernier, c'est ça, le dernier? Oui, non, il y a deux autres qui restent. On a parlé de Dakan, on a parlé de Denko. Il y a Minka aussi. C'est Minka d'ailleurs où joue Massiré Camara comme actrice principale. C'est Minka hein, où Massiré joue comme actrice principale. Et l'inspiration vient d'où? Tu l'as répondu. Ça vient d'Afrique. C'est la culture pure de notre pays. Vous savez, dans la vie, là, il ne faut pas croire que c'est toujours copier qui peut donner quelque chose d'universel. L'être humain est universel en lui-même. Donc, quand on parle de l'être humain dans sa profondeur de son existence, on atteint toujours l'universalité. D'autant plus que l'Afrique, c'est la mère de l'humanité. Bien sûr, bien sûr. Donc, quand on parle de l'Afrique profonde, de notre valeur, de nos traditions, on atteint toujours le sommet, on atteint toujours l'universalité. Mais ce qui est mauvais maintenant, c'est le fait qu'on a vraiment eu tellement de difficultés dans les temps passés, avec l'exploitation de l'homme par l'homme, avec la colonisation et autres, qu'on a commencé à perdre on a perdu presque nos racines. Ouais. Mais ce qu'il faut maintenant, mais moi je pense qu'on peut rattraper tout ça avec les cinéastes, avec les artistes. Mais c'est ça leur rôle, c'est ce qu'ils sont en train de jouer. Avec les artistes. Mais est-ce qu'on leur donne les moyens? Il y a une annonce pour vous. Il y a Ibrahim C qui fait le lancement de Fitini Music Show pour ce dimanche 13 juillet. Ah bon, au Palais du Peuple, j'ai vu la banderole hier. Voilà. C'est au Palais, non? J'ai vu la banderole hier quand je descendais. Voilà, donc c'est l'une des plus grand producteur, c'est mon frère, c'est mon ami. Plus grand producteur de la place et Fitini Music Show qui travaille avec la RTG, tu le sais déjà, tu es informé, il travaille pour nos enfants, il travaille pour le pays, un monsieur dégourdi pour la cause nationale. Donc le lancement de Fitini Music Show, c'est le dimanche. J'ai un mot pour lui. Dis-lui CPP, bonjour, et RJV, bonjour. Oui, jaune vert. Non, RJV, c'est jaune vert. Donc, si tout va bien. Voilà. Bonjour à lui, de la part de moi. Voilà, si tout va bien, si Pipi sera là demain dans l'émission La Dernière. Mais je veux le voir, là, ce sont mes amis. La dernière. C'est ça, au lycée du 2 octobre, ensemble. La dernière production de l'émission Zénith sur Coloma avec Mohamed III et Mohamed Max Camara. Donc, nous allons aussi. La dernière émission de cette année. Pas la dernière, parce qu'on ne va pas mourir après. La dernière émission de cette année. Non, il faut rectifier, Max. Moi, je ne suis pas prêt. Dernière saison. Et demain, on va recevoir Ibrahim C, qu'il faut encourager. Ibrahim C qui se bat pour son pays, qui se bat pour les enfants de notre pays. Fitini Music Show, le lancement, c'est au Palais du Peuple le 13 de ce mois. Tout le monde doit être là pour encourager, applaudir même ce monsieur qui se bat. Je vous dis, c'est l'un des rares producteurs guinéens, privés bien sûr, qui est en collaboration avec la RTG. Amis téléspectateurs, demain, Ibrahim C sera là pour les détails. Mohamed III, on va recevoir Ibrahim C demain. Il va nous donner les détails. Il a parlé de la semaine prochaine, mais malheureusement, le directeur des programmes nous a annoncé la fin de Zénith pour cette semaine-là. La semaine prochaine, c'est d'autres émissions qui vont prendre place pour remplacer Zénith sur Coloma et beaucoup d'autres émissions de vacances qui vont venir pour votre plaisir, amis téléspectateurs. Alors, Mohamed, on va continuer avec notre... On a avec Mohamed Camara. Vous savez, Mohamed Camara, on ne peut qu'exploiter une partie de lui. Parce que lui, il est inexploitable, tellement qu'il est riche pour nous qu'on passe étape par étape, élément par élément. On parlait de Minka, Mohamed Camara. Minka, c'était quel sujet? Minka, j'ai essayé de... Vous savez, c'est sur l'enfance. C'est l'amitié de deux jeunes garçons, un garçon et une fillette.
qui sont dans un village et le garçon est exploité par son beau-père dans les mines de granit de Manéa. Nous sommes à Koya, la Manéa, maintenant qui est devenu Grand Conakry, là. Oui. Allez-y, monsieur Camara. Donc, on le fait tellement souffrir. On le tue au travail. Son seul espoir, c'est son ami là, la fillette. Et à un moment donné, justement, Massiré, qui est presque une Jeanne d'Arc dans l'histoire une grande présentatrice de la télévision nationale, mais héroïne, oui. Irréprochable, Voilà. imbattable, hein, Oui. qui revoit toutes les femmes de la contrée. Voilà. Allez-y. Donc, elle arrive à réunir les femmes de la contrée pour essayer d'aller s'imposer au chef du village pour dire qu'ils ne doivent plus voir cet enfant être martyrisé, être à la merci de la nature par le travail que son beau-père lui impose, etc., etc. Vous savez, justement, en parlant de tradition, il y a des textes actuellement qui parlent de l'enfant, l'interdiction, les droits, qui parlent des droits de l'enfant. Mais les gens qui font les textes-là, qui font signer, ratifier par tous les États, ce sont eux qui font travailler le plus souvent les enfants dans les mines. Par exemple, le Congo, par exemple... Il ne veut pas entendre une telle question. Voilà. Et ça, c'est très compliqué. Ouais. Et ces textes, puisque ces textes défendent tellement les enfants que nous, notre tradition est écorchée un petit peu. Parce que dans notre tradition, l'enfant, dans son éducation, doit au minimum faire un minimum de travail pour sa famille. Les aider à balayer, par exemple, la cour, les aider à nettoyer les bols, etc. Les travaux familiaux. Dans son éducation. Et je dirais à tous les enfants que... Est-ce qu'avec le modernisme, ça n'a pas un peu changé? Ça n'a pas changé le travail des enfants dans les familles? Un tout petit peu, mais en Afrique, reste et demeure. Hein. C'est la même chose qui continue là. On voit les enfants dans les rues qui vendent l'eau glacée, ceux là qui courent entre les véhicules avec tous ces risques-là. Continuez, M. Camara. Donc, moi, en tout cas, j'encourage le fait que les enfants doivent donner un minimum à la famille et doivent tendre la main aux parents chaque fois qu'ils ont besoin. Pour leurs besoins. Ça fait que dans notre tradition, il y a la baraka, il y a la bénédiction, et ça fait aussi une transmission. Parce que dans notre société, l'assistance retraite, c'est les enfants. Tu penses, Mohamed, parce qu'on n'oublie pas que quand tu parles des enfants, comment on appelle ça, les sociétés traditionnelles, je parle des sociétés traditionnelles, c'est des sociétés qui ont existé bien avant la pénétration étrangère, d'où la tradition ou alors les cultures, les valeurs sont transmises de bouche à oreille et de génération en génération. Donc quand tu me dis aujourd'hui, tu n'oublies pas que ces pratiques-là presque n'existent plus. Et quand tu parles des contes aujourd'hui à la radio, pratiquement il n'y a pas de contes à la radio ni à la télévision. Tout ça, ça joue sur l'éducation de nos enfants. Mais non, vous savez, je pense qu'il vaut mieux éviter de confondre. Moi, j'ai mes enfants à la maison. Si j'ai besoin de boire, par exemple, je peux dire à un d'entre eux, donne-moi à boire. Je peux dire, va balayer ceci. Je peux dire, lave mes chaussettes, etc. C'est des petits trucs d'assistance de la famille, mais qui sont importants. C'est un truc d'apprentissage aussi. Voilà. Oui, qu'il soit futur. Ça responsabilise. Quand mon mère me parle comme ça, je sais que mon mère à la maison a un boy. C'est clair et c'est net. Oui, attention. 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 Moi, j'ai des domestiques. C'est vrai. Mais c'est pour moi. C'est pas Mohamed qui est en face de moi. Les enfants, non. Moi, je suis régulier à la maison. Il faut qu'il... Lui, il connaît. Hey.
Mais il faut qu'ils apprennent la responsabilité de se tenir d'eux-mêmes. Quand papa n'est pas là, maman n'est pas là. Mais... Bon, le jour où je vais partir, parce que chacun attend ça. Bien sûr, c'est un jour. Bon, si ils ont son jour. Voilà, si ils n'ont rien. Et Mohamed, je vais saluer certains artistes qui viennent de m'écrire. Je salue Yaoumba Sekou. Ah, mais c'est mon neveu. Voilà. Qui nous regarde avec madame au salon. Je salue. Tigui, Bati. Voilà, je salue Oudi Premier qui vient d'arriver. Voilà, je salue Oudi Premier voilà, Oudi Premier qui vient d'arriver de ce grand concert à Paris. Écoute, avec Takana Tayon qui a fait de Paris, tonton Mounir, bonjour à vous. Voilà, je salue BCBG Mamoudou Kaba. Bon Guinéen, bon Konakrika aussi. Voilà, Mamoudou Kaba, et certainement demain, on va faire un peu musique demain. Ces grands artistes vont se retrouver pour boucler la saison. Ah, mais non, donc, demain, Mohamed. Là, voilà. Au cœur, donc, demain, on va faire un peu de musique, quelque part, une façon de boucler en beauté la saison, parce que ce que je disais tout de suite, il y a Ibrahim C déjà qui se prépare pour les vacances, grandes vacances pour les enfants du pays, grandes vacances pour les enfants qui vont quitter l'étranger pour la Guinée, pour Conakry, pour l'intérieur du pays. Donc, ceux même qui viennent de l'extérieur, en Guinée, pour voir les grands-parents et autres là, c'est ça aussi la Guinée. Donc, tous ces programmes, tout ça, c'est pour les grandes vacances qu'on va assister, qu'on va voir pour votre plaisir, amis téléspectateurs. Je pense qu'on va faire le tour de la table. Mohamed, nous sommes presque à 41 minutes. On a 41 minutes. À 41 minutes. Moi, peut-être, moi, je ne peux que dire merci à M. Camara, qu'on appelle Mohamed Denko. J'ai eu la chance de 90 à travers le film Denko et grâce à Moussa Sidibé. Et sa maman... Qu'on salue de passage. Il y a Moussa Sidibé. Monsieur le conseiller, bonjour à vous. L'honorable. Voilà. L'honorable. Je passe aussi là-bas. Bonjour à vous. Et Sorel Keita, ton ami qui t'a donné la tenue là, ne me dis pas. Qui t'a offert ça. Kania, celui-là, c'est ton parent. Et moi, j'ai dit... Non, mais il y a une chose que Mohamed oublie. Non, Mohamed, tu oublies quand... Non, attends. Tu me dis rien ici. Je ne suis pas d'accord. Je n'accepte pas. Quand les intellectuels se retrouvent... Mais où est ma chemise, moi? Moi, je suis en veste, lui, on l'a envoyé. Mais vous savez, ce qui est bien, c'est de voir que... Non, on travaille ensemble. Moi, je n'ai pas eu de chemise. Sorel, je te maudis, toi. Je n'ai pas ma tenue, moi. Monsieur le conseiller, ma tenue, elle est où? Ce qui est agréable, c'est de voir que sur le plateau, il n'y a que des Mohamed Camara. Mais tout le monde est comme Mohamed. Et puis, tu as raison. Et puis, Mohamed Camara, Denko, Mohamed Camara, et puis Mohamed Max Camara. Mais malheureusement pour nous, Mohamed ici, il n'a pas été sérieux. On n'a pas eu notre part. Et ce serait le Keita, c'est un Keita, un Massarin qui envoie la tenue. Il n'a pas donné notre part. Le CNT, M. Dassa Kouma. Non, il y a une histoire que Mohamed n'a pas su. Mais c'est Dassa Kouma. Il n'a pas été sérieux, on l'attend. Malgré qu'il soit conseiller de mon pays. Et on va à l'école pour bien étudier, pour bien déceler certains trucs. Ils organisent un événement à Kenya. Ils envoient la moquette pour danser Kenya sur les jeux. Dénoncer ça, il ne fallait pas. Et maintenant, le monsieur est venu ici, dans l'émission. Maintenant, lui, il a la championne, je n'en ai pas. C'est pas normal. Mohamed Camara, excuse-moi. Vous avez fait vous avez fait Dakar. Vous avez fait le film sur les balais africains. Vous avez même fait des films sur Covid et puis Ebola. Et vous étiez directeur de l'ONASIG, vous étiez directeur de la Bibliothèque nationale. Merci d'être venu. Vous avez un dernier message pour le peuple qui nous regarde maintenant, à l'international, mais aussi sur la télévision nationale. Un dernier message. C'est un plaisir d'être passé dans cette émission. Et ce que je peux dire simplement, c'est qu'il faudrait que... C'est en train d'être fait, mais qu'on renforce encore, que les Guinéens comprennent que la Guinée ne peut jamais se développer sans sa culture. Il faut donner le maximum de moyens à sa culture pour essayer de faire un grand saut dans l'avenir, afin que la population puisse savoir qui elle est. Quand on sait qui nous sommes, on est patriote forcément. Mais quand on ne le sait pas, on est perdu. Et la seule chose qui peut nous aider à pouvoir le savoir, c'est la culture. Donc,
qu'on donne au maximum de possibilités au ministère de la Culture de pouvoir se remuer et de pouvoir donner la possibilité aux artistes de créer des choses pour le pays. Merci beaucoup, M. Kamon. Max